m'appelle Alexandre Panza, je suis le cofondateur d'une école de restauration qui s'appelle La Source. Évidemment, La Source, c'est une école de restauration qui est à contre-courant des écoles traditionnelles d'hôtellerie et restauration. On a pour mission de révolutionner l'apprentissage dans le secteur et redonner du sens et redonner envie aux futurs restaurateurs de faire ce beau métier. La première chose, c'est que j'ai été baigné dans la restauration depuis tout petit, parce que ma mère est chef. En plus, elle est asiatique. Donc, c'est vrai que j'ai été souvent sous les jupons de ma mère à sentir, goûter, commencer à couper des légumes, préparer des bouillons avec elle. Et j'ai toujours voulu faire ça, mais elle m'a toujours dit que c'était un métier difficile et elle ne m'a pas permis de le faire quand j'étais plus jeune. Et donc à l'âge de 30 ans, après un premier début de carrière plutôt dans les nouvelles technologies, j'ai décidé d'ouvrir mon premier restaurant et de revenir à mes premiers amours. Et j'ai eu comme ça donc plusieurs restaurants à Paris. Et très vite, en fait, ce qui m'a plu, c'est d'aider les gens à monter leur restaurant. Donc j'ai fait beaucoup de conseils aussi dans la restauration. Et au final, je me suis dit que j'avais aussi envie de transmettre et qu'il n'y avait pas forcément la structure ou l'école que j'imaginais pour bien transmettre les choses. Et j'ai surtout vu une restauration qui a beaucoup changé ces 10 dernières années et malheureusement une formation qui est restée un peu figée. Et donc l'année dernière, avec mon acolyte Laurent Perlès, qui est l'autre cofondateur de La Source, on a décidé de s'attaquer au sujet de l'éducation et on a créé cette école, La Source. Alors je trouve que le secteur est extrêmement passionnant et dynamique en ce moment. Il y a à la fois plein de nouveaux acteurs, des nouveaux profils de chefs qui arrivent, des nouveaux concepts. Et c'est un secteur qui s'ouvre de plus en plus à l'international, même en France, hein, même si culturellement on est plutôt très attaché à notre terroir et à notre culture gastronomique. On commence à voir des cuisines d'ailleurs venir, notamment dans les grandes capitales. Mais je pense qu'il y a un partage qui va encore de plus en plus se faire dans ce secteur-là. Et ce qui est important, c'est justement maintenant de transmettre correctement toutes ces choses-là. C'est pas évident, notamment pour un chef aujourd'hui, d'avoir accès à par exemple la gastronomie chinoise ou africaine, des choses qui sont très spécifiques, et je pense que ça apporte de toute façon beaucoup de richesse d'aller justement enseigner ce genre de choses. J'aimerais vous parler de notre parrain parce qu'on est très fiers de ça. Notre parrain s'appelle Laurent Petit, donc c'est le chef du Clos d'Essence à Annecy, qui est nouvellement 3 étoiles. Et quand on est arrivé dans son restaurant à Annecy pour se présenter, etc., il nous a accueillis évidemment les bras ouverts parce que c'est quelque chose d'important pour lui, la transmission. Mais il nous racontait une petite anecdote que je vais vous donner. Lui souvent donc accueille des apprentis dans son restaurant. Et il leur fait faire un petit tour du jardin. Ça, c'est un peu le baptême. Et à chaque fois, il a des choses des réactions très surprenantes. Mais une des réactions qui était marrante, c'était un de ses élèves qui, pour la première fois, voyait une feuille de pomme de terre et tirait la feuille pour voir vraiment la pomme de terre en dessous, avec ses yeux un peu émerveillés de « Ah oui, d'accord, le produit vient de là, il vient de cette feuille, et il vient de cette terre qui a cultivé le produit ». Et ça, c'est un peu toute l'essence aujourd'hui de La Source. C'est pour ça qu'on s'appelle La Source. C'est de revenir un peu à la source des choses. Pour un chef, un barman, un serveur, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui il fait ce métier-là? Pourquoi il le fait? Et d'où vient l'enseignement qu'il peut avoir sur ce métier-là? Donc c'est la petite anecdote que je voulais vous donner. J'ai plein de conseils à leur donner. Déjà de venir chez nous pour faire leur premier pas. C'est un secteur qui n'est pas facile à appréhender, c'est quelque chose qui se dit communément, ça demande beaucoup d'heures, ça demande un peu de concessions personnelles, mais c'est extrêmement passionnant. Et aujourd'hui, justement avec cette ouverture dont je vous parlais, on peut tout à fait commencer à faire du service dans une brasserie, puis faire du bar dans un hôtel, puis terminer par être chef de cuisine. Les frontières sont de plus en plus ouvertes, même entre les métiers. Et c'est ça que je trouve extrêmement passionnant. Alors Michel Roth, je suis coprésident d'Eurotoc.
et je suis chef exécutif du restaurant Le Bévio au Président Wilson à Genève. Alors mon restaurant se trouve juste devant le lac, donc c'est un restaurant qui est étoilé et où je fais une cuisine gastronomique avec surtout, j'essaie de mettre en avant les produits de saison et avec une cuisine plutôt traditionnelle mais contemporaine. Donc avec des petites touches surprenantes qui personnalisent la cuisine. Voilà, j'aime beaucoup la cuisine d'hiver d'ailleurs avec les gibiers, les plats mijotés. Donc voilà ce que j'aime, voilà ce que je fais. Alors c'est un peu mon père qui m'a dirigé dans cette voie, qu'il n'était pas cuisinier, mais son meilleur ami était chef dans un restaurant dans ma région et donc un jour il me voyait souvent dans les cuisines avec ma maman, ma grand-mère en train de mettre de la farine partout. Et du coup un jour il m'a dit tiens tu vas aller en apprentissage, je pense que ça va être un beau métier pour toi. Et donc c'est parti comme ça. Donc voilà, des anecdotes, il y en a beaucoup sûrement, mais je sais pas, la première qui me vient à l'esprit c'est quand j'étais chef du Ritz pendant de longues années. Et on avait quelquefois des demandes assez particulières. Je me rappelle d'un spaghetti bolognaise à la truffe, d'un buffet avec des grands poissons, des gigots, et comme un peu des grands buffets qu'on voit à la télé, à réaliser en quelques heures pour une commande de dernière minute. Voilà, c'est un peu ça. C'est surtout, c'est pas des anecdotes, je pense que c'est plus toujours la volonté de faire plaisir, de jamais dire non. Vous voyez, c'est aussi ça les challenges d'un cuisinier, c'est de se retrouver quelquefois dans les endroits ou d'avoir les demandes pour faire plaisir, et donc on exécute avec aussi sa touche personnelle, quoi. Écoutez, je pense qu'on le voit ici, il y a beaucoup de monde. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés actuellement, on en parlait avant sur le recrutement, la formation des jeunes, mais en ce qui me concerne, et je crois que tous mes collègues sont pareils, on est très positifs. Il faut bien sûr s'en occuper, il faut les accompagner, leur donner l'envie, mais ces métiers-là, il y a tellement de débouchés, on peut voyager dans le monde entier, on peut être chef de cuisine, mais on peut aussi être restaurateur ou tout simplement travailler dans une entreprise. Vous voyez, c'est les métiers où il y a beaucoup d'avenir, donc je pense qu'il faut juste que les jeunes soient conscients que pour eux, l'avenir est sûr. Et donc il faut leur donner cette passion et c'est à nous de leur montrer le chemin. Voilà, donc je suis vraiment, je crains pas du tout à l'avenir. Je pense qu'il y a des bons jeunes et nous, on va leur transmettre ce qu'on sait et ils seront encore meilleurs que nous. Ils seront encore plus dans le détail et je trouve qu'il y a vraiment un changement avec le développement durable, avec tout ce qui se passe, le local. Voilà, on sent vraiment, je trouve qu'il y a vraiment une émulation au niveau des produits aussi, de la base. Et donc voilà, ça va très bien se passer. Et les jeunes, le message c'est, je pense qu'un des mots que je retiens toujours, c'est d'être patient. La vie actuelle est rapide, il n'y a pas que dans nos métiers, tout va très vite. Et les jeunes souvent veulent aussi aller très vite, ils veulent se retrouver bien sûr, ils veulent être devant, être chef, dresser les assiettes ou faire le service de salle, être le maître d'hôtel. Mais je pense que la passion elle vient aussi au fur et à mesure du temps et il faut l'apprécier. Et je pense que pour moi la régularité, être patient, être curieux, écouter, regarder, communiquer, je crois que ça c'est les mots maîtres. Je crois que c'est les conseils que je leur donnerai pour qu'ils vont réussir. Oui, alors je m'appelle Éric Briffard, voilà, je suis cuisinier. Ça fait 40 ans que j'ai fait mon parcours dans la cuisine en tant qu'apprenti et en tant que chef. Et aujourd'hui, je suis directeur des arts culinaires de l'Institut Le Cordon Bleu à Paris et chef d'établissement. Alors, l'Institut Le Cordon Bleu, je devrais dire les Instituts Le Cordon Bleu, puisqu'aujourd'hui, l'Institut Le Cordon Bleu, c'est le plus grand réseau mondial d'art culinaire et de management hôtelier, avec 35 instituts à travers les 5 continents. Aujourd'hui, le Cordon Bleu, c'est 20 000 étudiants diplômés par an, donc c'est vraiment une force incroyable, avec un réseau d'alumni gigantesque et avec des succès incroyables, avec des Gaston Acourio qui fait partie du 50 Best et qui sont vraiment des chefs reconnus planétairement. Le Cordon Bleu, c'est également à Paris, un nouvel institut depuis 4 ans, plus vieille école de cuisine au monde, 1895, et qui aujourd'hui est quand même encore le flambeau de la transmission à travers le monde des valeurs et de la technique de cuisine française. J'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir transmettre au sein de l'Institut Cordon Bleu avec plus de 520 étudiants, 60 nationalités différentes, donc il fait vraiment un carrefour diplomatique de la gastronomie et
les gens viennent du monde entier pour apprendre les techniques de la cuisine française. Mais pas seulement, mais également les valeurs qui vont avec les valeurs du métier. On a la chance d'avoir un potager de 800 mètres carrés sur notre toiture qui surplombe la Seine, à Beaugrenelle dans le 15e. Et ça donne du sens à une pédagogie qui doit être en phase avec les nouveaux codes alimentaires, avec les mouvements qui s'opèrent dans le monde entier sur une alimentation différente. Et on est vraiment à la pointe de toutes ces techniques, de la nutrition, de la formation qui donne du sens. Et c'est en cela que je suis hyper motivé aujourd'hui. Vous savez, moi je suis issu à l'origine de la campagne, bourguignon de naissance, en échec scolaire à l'âge de 14 ans. Et puis finalement, je fais partie d'une génération où si on ne suivait pas l'école, on n'était pas issu à grand chose. On me disait ouais tu seras bon pour l'usine. Et puis c'est dur comme constat. Du jour au lendemain, vous avez des copains au collège qui d'un seul coup vous parlent plus parce qu'ils savent très bien que vous allez sortir du circuit. Et j'étais assez innocent, mais c'est vrai que ça m'a fortement blessé à l'intérieur. Je croyais quand même que les gens avaient des valeurs et des considérations humaines un petit peu plus élevées que ça. Et finalement, j'ai décidé, comme j'avais une attirance pour la cuisine depuis l'âge de 7 ans, avec mes grands-parents qui étaient agriculteurs, qui vivaient un petit peu de veau, vaches, cochons. C'était une agriculture encore où on vivait en autarcie avec ces produits. Et ce sens c'était peut-être, on n'était pas riches, donc on n'avait pas grand-chose. J'ai connu des moments où on n'avait même pas grand-chose à manger avec la famille. Et finalement, pour moi, ça a été véritablement l'apprentissage très dur, mais ça a été un ascenseur social. Plutôt un escalier social, parce que chaque marche est quand même dur à monter, c'est pas on appuie sur le bouton et on réussit. Je pense que ce qu'on oublie un peu dans la société d'aujourd'hui, où tout le monde est en quête de sens, et je pense qu'on vit dans un pays qui est la France, qui est vraiment un très beau pays, qui est un pays quand même de liberté, et je pense qu'il faut arrêter d'avoir cette négativité en permanence, il faut retrouver du positif. Mais oui, il y a des gens qui n'ont pas tout ce qu'ils veulent, mais qu'on n'a pas ce qu'il faut, et je peux vous assurer que j'en suis un exemple, parce que moi j'ai vu mon père des fois acheter qu'une demi-baguette de pain parce qu'on ne pouvait pas l'acheter entière. On mangeait que du radis noir sans le beurre parce qu'on ne pouvait même pas acheter du beurre, j'ai connu ça. C'est extrême, mais on n'est jamais sorti dans la rue, on n'a jamais cramé de bagnole, on s'est remis en question nous-mêmes, et moi je me suis toujours remis en question. Je n'ai jamais condamné quoi que ce soit comme système, et même aujourd'hui, je pense qu'on doit être en combat et en remise en question avec soi-même. Il faut travailler, la notion du travail s'est perdue, travaillez fort, donnez, vous recevrez, et cette valeur, moi je l'enseigne aujourd'hui. Je l'enseigne un peu partout, dans de l'associatif, je l'enseigne aussi à mes étudiants, dans le fait qu'on ait des métiers qui peuvent vous apporter beaucoup, tous les métiers de l'alimentation, du service, le fait de pouvoir ouvrir un restaurant, de manager, tout ça, c'est fabuleux de pouvoir être auprès des autres. Mon maître, Joël Robuchon, disait on a quand même un métier, une profession incroyable. Les gens payent cher et ils vous disent merci en partant. Et c'est quand même une sacrée satisfaction de pouvoir donner du bonheur à des gens. C'est quand même incroyable. Donc c'est vrai que ça demande des années de travail, ça demande beaucoup d'investissement. Mais regardez aussi, aujourd'hui on est reçu à Monaco. Monaco, voilà, c'est à part, c'est une bulle quand même. Et puis on est reçu d'une manière tout à fait sincère, conviviale. Et je pense que ce World Summit a vraiment quelque chose de partage. Les associations qui sont ici, il y a de la transmission réelle, il y a du soutien pour les jeunes. J'ai fait venir 10 étudiants de notre Institut Cordon Bleu. Pourtant, j'ai 2 Français, mais j'ai aussi des étudiants étrangers. Et je voulais qu'ils soient au plus proche du salon, de ce qui s'y passe et de la valeur de ces conférences qu'on entend, de ces tables rondes sur des sujets hyper carrés, hyper pointus. Et voilà, tout ça c'est une quête de sens. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où les gens, ils ont perdu le sens. On leur a fait croire que, comme la chanson de Souchon, que d'être c'était d'avoir. Il faut avoir, mais les valeurs, pas d'avoir que des choses qui brillent.
On est une société qui a été totalement dirigée sur la consommation, mais le vrai plaisir, c'est le partage. Le vrai plaisir, c'est de pouvoir s'asseoir avec les siens ou avec des amis ou avec des gens des fois qu'on ne connaît pas, partager peut-être un bon plat qu'on peut mettre au centre d'une table et puis parler. Parler, c'est la démocratie. Parler, on peut régler les problèmes plutôt que de mettre le feu dans la rue. Et je pense que s'il y avait un peu plus de conscience que ça aujourd'hui dans notre société, et je pèse mes mots, ma mère a été femme de ménage, donc je ne suis pas issu du Graal, de la cuisse de Jupiter. Je me suis construit pas à pas, petit, j'étais pas très doué, je me suis battu, et il faut une force de volonté, et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le peu, je m'en satisfais avec grande satisfaction, même après avoir été chef du Georges V, du Plaza Athénée, d'avoir travaillé auprès des plus grands, d'avoir eu la chance de faire une soupe de potiron pour Michael Jackson, d'avoir fait l'anniversaire de Mick Jagger, d'avoir côtoyé de nombrables, les plus grands du monde, que ce soit les présidents des États-Unis, partout. Mais tout ça, c'est bien, ça fait partie de notre métier. Mais c'est pas en cela que vous puisez, à part si vous êtes un orgueilleux. Mais c'est pas l'orgueil qui fait avancer la planète. Et je pense je pense que les gens devraient retirer un peu le morceau d'orgueil, chercher un peu en eux, l'intérieur, et de revenir à des valeurs d'humilité. Parce que finalement, l'orgueil, c'est la bêtise, et il y en a trop sur cette planète. Très bien, très beau message. Concernant le secteur, comment le voyez-vous évoluer ? Le secteur, il est complet parce que, vous savez, si je suis rentré dans la transmission, après 40 ans de cuisine, avoir décroché 3 fois 2 étoiles au Michelin, d'avoir été chef de l'année, d'avoir eu le prix de la transmission, d'avoir été reconnu plusieurs fois par mes pairs, d'avoir fait des plats qui ont marqué la mémoire comme mon pitivier, que M. Paul disait que c'était sûrement un des plus beaux gibiers qu'il avait pu manger, M. Paul Bocuse. Donc vous voyez, je pourrais aussi me la jouer, mais vous voyez, à l'aube de ma carrière, j'ai voulu, dans cet esprit de compagnonnage, puisque j'ai fait l'école du compagnonnage à 19 ans, j'aime le lien de vérité, de sincérité. Et ça commence par les petits producteurs de qualité, des hommes et des femmes, qui reviennent à la terre, même après des études universitaires, reviennent donner du sens, une quête de sens dans leur vie, en voulant voir la terre, de respirer, de ne plus être assujetti à un stress quotidien qu'on nous afflige, pour des fois simplement d'avoir une différence sociale qu'avec une automobile ou autre. Et cette quête de sens pour moi est fondamentale. Et je suis totalement... C'est la transmission que je donne dans mon institut Cordon Bleu à Paris aujourd'hui. Vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui est codifié, éducation nationale ou autre, mais j'ai une quête de vérité que j'ai vécue avec mes pères, qui est mon héritage, que je transmets. C'est pas moi qui ai la bonne parole, mais c'est simplement que j'ai eu la chance de pouvoir avoir cette belle parole et de la retransmettre dans les valeurs. Et si je veux la traduire aujourd'hui un peu plus proche de ce qu'on est aujourd'hui sur le World Summit, avec tous ces professionnels, c'est que je ressens maintenant une cuisine, une approche qui va être plus naturelle dans l'assiette. Je pense qu'on a une visibilité, on a une traçabilité des produits, on a une exigence du produit qui fait que quand on a le bon produit, la cuisine est bonne automatiquement. Il n'y a pas de bonne cuisine sans bon produit, comme disait M. Paul Bocuse. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une bonne voie. On a eu des excès, ça fait partie de la vie, ça fait partie du monde artistique. Et je pense qu'on est dans une bonne période. On a une bonne période où on se recentre sur la naturalité. Et ça se traduit par plein de jeunes talentueux qui finalement font des assiettes beaucoup plus dépouillées, beaucoup plus épurées et avec vraiment un message, avec une lecture dans l'assiette. Et ça, c'est important. Je pense je suis très confiant. Je suis très confiant parce qu'il y a quand même des jeunes qui s'investissent, qui croient et qui réalisent, même si ce n'est pas nos mêmes codes que ma génération. Il y a une génération Y qui fonctionne différemment, mais finalement qui vont très vite. Ils ont des informations qu'ils ont prises très tôt et ils vont très vite. Et je suis confiant avec ce côté de respect de la planète, de préserver notre monde et de préserver une bonne alimentation saine, avec une traçabilité et gourmande. Oui,
Et j'en suis fier parce que j'ai la chance à travers l'Institut Cordon Bleu aujourd'hui, et je l'ai déjà fait beaucoup en tant que chef, invité un peu partout dans le monde. J'ai été faire un repas pour l'ambassade de France à Washington pour la Maison Blanche. J'ai pu aller au Japon, j'ai pu faire un repas pour la famille impériale du Japon. Donc j'ai pu aller en Chine avec le président Raffarin, avec Laurent Fabius. J'ai pu aller à Jérusalem, au Japon avec Joël Robuchon, j'ai pu aller à travers le monde avec le Bocuse d'Or, etc. Donc oui, on est des ambassadeurs. On est des ambassadeurs, mais il faut qu'on soit des ambassadeurs qui vont porter un message de ce que sont vraiment nos valeurs françaises. Nos valeurs françaises sont des valeurs quand même de terroir inimaginables, de terroir quand même qui sont fabuleux. On a des amis européens qui ont des très beaux terroirs, mais la France, elle est particulièrement privilégiée, avec des vignobles incroyables. Je suis bourguignon, avec des produits incroyables. Je suis au Collège culinaire de France et fondateur du Collège culinaire de France avec Paul Bocuse, Joël Robuchon, Alain Ducasse et 14 autres chefs. Et tout ça, ça me mène dans une quête de sens complète. Et oui, je suis fier d'être français, mais fier pas dans l'ego et pas dans le cocorico qu'il n'y a que la France qui compte. Non, il y a des hommes et des femmes de passion dans nos métiers à travers le monde et de plus en plus. Et finalement, ils viennent en France pour cette recherche des belles techniques qui s'imprègnent aux autres cuisines du monde. Et c'est ça qui est fabuleux quand je vois au sein de l'Institut Cordon Bleu que j'ai des Mexicains, j'ai des Péruviens, j'ai des Colombiens, j'ai des Australiens, des Canadiens, du monde entier, j'ai des gens du Moyen-Orient et qui viennent apprendre, les Chinois qui viennent apprendre la technique de la cuisine française. Or que la Chine a un patrimoine de cuisine incroyable, mais finalement, ils connaissent cette rigueur des techniques et ils viennent les apprendre pour les réapproprier à leur région, à leur terroir et à leur cuisine ancestrale. Et finalement, on a une chance incroyable. Donc soyons fiers, nous, en France. On devrait saisir cette occasion. Et malheureusement, ce pessimisme ambiant n'est pas possible dans notre pays qui est riche. Il faut travailler, il faut aller chercher ses valeurs. Je suis fier d'être français, mais je ne suis pas orgueilleux d'être français. Je suis fier des vraies valeurs françaises, celles de notre patrimoine, de notre héritage. Et on est des héritiers, on est des chanceux, il faut le savoir. Arrêtons de nous plaindre, on est des chanceux en France. Alors oui, je reviens un peu à la même chose. Vous savez, dans la vie, tout s'acquiert par force de travail. Dans les études, dans n'importe quelle profession, pas que dans mon métier. Heureusement qu'il y a toutes sortes de diversité de métiers. Mais je pense que quoi qu'on fasse dans la vie, à part ceux qui sont nés de la crise de Jupiter et qui ont plein d'argent, mais ceux qui ont plein d'argent, souvent c'est qu'ils l'ont gagné. Donc je connais des gens qui ont autour de moi des fortunes à gérer, mais finalement c'est des gens qui travaillent tout le temps. J'ai eu la chance de rencontrer Bill Gates, en polo, en jean, basket. Et puis finalement, le gars hyper accessible, incroyable, ouvert à tout. Ben oui, la curiosité, l'ouverture. Et c'est parce que ce monsieur qui vient que son intelligence, de son pragmatisme qui a réussi. Et je pense que le monde, c'est ça. Quoi qu'on fasse, le plus important dans le monde, quoi que ce soit nos professions, c'est de pouvoir à un moment dire « j'ai envie de me réaliser ». À travers quelque chose qui me donnera envie de me lever le matin. Parce que le travail, si ça vous mène pas, faut trouver autre chose à un moment ou l'autre. Tout à chacun, on peut trouver quelque chose. J'ai ma fille qui est en train de préparer, qui a 17 ans, qui vient de faire sa première année de médecine. Je la vois travailler comme une folle. Et je me dis, moi qui me plaignais tout le temps en tant qu'apprenti parce que je faisais des 12 heures, je faisais 14 heures par jour, les intellos font aussi ça quand il faut vraiment réussir dans les études. Donc finalement, je pense que nos métiers, on caractérise toujours de difficile. Oui, c'est difficile. C'est quoi difficile? C'est que oui, pour apprendre, c'est vrai qu'on va faire plutôt 10 heures. Et j'ai pas le droit de dire ça puisqu'en France c'est 35 heures. Mais dans les grandes tables, dans les gens passionnés, dans des petites auberges, avec des hommes et des femmes qui aiment leur métier, ces gens-là, ils vont être passionnés. Et ces gens-là, quand on a la passion, on n'a pas le droit de nous interdire de faire ce qu'on veut.
On a le droit de se droguer, mais on n'a pas le droit de travailler. Attendez, il faut quand même remettre les choses dans l'ordre. Est-ce que nos ministres qui ont interdit de faire plus de 35 heures, eux ne travaillaient pas? Est-ce que ces gens-là sont arrivés où ils sont sans travailler? Donc il y a un moment qu'on donne à des usines 35 heures, pourquoi pas, je suis politique un peu là, mais je pense que ça c'est des barrières malheureusement que j'ai vu le passage, qu'on a inculqué aux gens et qui sont trop dommages. Qu'il y a un minimum de travail, c'est normal. Et ça peut être évolutif et on peut le comprendre dans une société qui veut évoluer. Mais dans le même temps, on ne peut pas interdire le travail, il y a des gens qui veulent s'en sortir. Moi, si je n'avais pas travaillé, aujourd'hui, je serais dans une usine, dans ma petite Bourgogne, et peut-être une usine qui aurait fermé parce que malheureusement, le monde industriel, entre-temps, en France, est bien réduit. Donc, je pense qu'il faut laisser cette liberté. Les citoyens français sont des gens, en principe, selon notre loi républicaine, des gens libres. Arrêtons de faire des lois, il faut que les citoyens reprennent le pouvoir de leurs propres décisions. Des intellos qui décident pour tout le monde, c'est dommage. Et je pense que les jeunes, qu'ils arrêtent de se laisser endormir par tout ça, parce qu'on a vraiment endormi une génération où maintenant on a peur du travail, on a des gens qui ont 28 ans, ils commencent à vous parler de la retraite. Il faut arrêter. La vie, on la vit qu'une fois. Jouissez de la vie, rencontrez les autres, bougez, le monde est ouvert. Travaillez avant, faites-vous des valeurs de métier et je vous assure, on a des métiers, nous, qui sont absolument extraordinaires, extraordinaires. Il faut se battre. Je suis dans le compagnonnage, je ne vais pas parler que de la cuisine. J'ai des gens qui sont dans le métier du bâtiment, qui sont dans le taillage de tailleur de pierre, les valeurs du compagnonnage aussi. Je sais pas, il faut être positif. Quand on est jeune, il faut être positif. Il y a de la détresse, il y a du malheur. Aujourd'hui, je suis dans l'associatif aussi parce qu'il faut tendre la main aux autres. Et quand je vais des fois dans les associations, j'ai le même discours. J'ai des jeunes qui sont des fois très durs, qui sont en échec, qui ont fait des fois les 400 coups et qui m'arrivent en me disant oui, lui c'est un bourge, machin bidule. Je peux vous assurer qu'au bout d'un quart d'heure, je fais le gentil, puis après, je laisse tomber la veste et puis alors là, je le rentre dedans. Parce que j'ai mon expérience de vie, un peu à la Thierry Marx, qui est un copain, et je suis dans cette démarche-là, vous voyez, dans cette démarche de l'authenticité, et je pense que les jeunes doivent s'accrocher et qu'on a des métiers fabuleux, faire plaisir aux gens, donner à manger, prendre plaisir à manger, de cette transmission, de savoir que si vous avez votre métier dans le cœur, vous allez pouvoir vous exprimer vous-même. Tout le monde peut faire un plat, mais chacun le fait différemment. Et ça, cette valeur-là, après, elle peut se véhiculiser à travers le monde. Écoute, je m'appelle Christopher Jones, je suis moitié britannique, moitié français, et je suis par choix dans l'hôtellerie et restauration depuis le tout début, parce que j'ai même fait des études d'hôtellerie et restauration. Donc j'ai choisi mon métier de cœur. Alors aujourd'hui, je suis le président de Sushi Shop et le président de la franchise et des concessions pour le groupe Amrest, qui est le groupe propriétaire de Sushi Shop. Oui, Sushi Shop, c'est un peu moins de 200 restaurants, de livraison et de restauration sur place, dans 12 pays. Et nous sommes spécialisés, comme son nom l'indique, dans le sushi. Alors je crois que ce qui m'a donné envie depuis tout le temps, c'est le service, c'est l'autre. C'est ensuite devenu un amour pour finalement cette industrie qui fait appel à de la passion. J'aime les bons produits, je crois que ça se voit, je le porte sur moi. J'aime faire plaisir, j'aime être avec des gens. C'est autant de points finalement qui font que je suis passionné de cette industrie-là et j'en changerai pour rien au monde. Alors j'ai réussi à satisfaire ces désirs, j'ai rencontré des gens extraordinaires, ça c'était quelque chose que je ne m'imaginais pas il y a 25 ans. Et dans cette industrie, dans d'autres aussi, mais dans cette industrie, j'ai eu la chance de rencontrer des gens passionnés, des artisans de notre métier. Et finalement, c'est un petit peu eux qui m'ont fait, ou qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Alors des anecdotes, je crois que je pourrais écrire un livre. Je crois que la toute première fois que je suis arrivé, j'étais commis en cuisine, je me souviens d'un chef de partie qui devait me bisuter, mais je ne savais pas bien entendu qu'il allait me bisuter, et qui me dit va me chercher l'échelle à monter la béarnaise. Et je suis allé chercher l'échelle à monter la béarnaise. Bien entendu, ils sont tous arrivés en rigolant, ça m'est resté, ça me suivra jusqu'à mon dernier jour.
Alors moi je suis chez Sushi Shop en tout cas, puisque nous sommes des spécialistes de la livraison. On a connu, toute la restauration a connu un gros changement, mais mon métier encore plus, car nous sommes aujourd'hui entourés de nouveaux joueurs qu'on appelle les agrégateurs, avec Uber Eats, Deliveroo, Glovo, tous ces nouveaux acteurs qui finalement sont venus démultiplier les concurrents dans mon secteur. Donc l'évolution, on parle aujourd'hui d'un pourcentage de consommation à domicile qui augmente d'année en année. Dans les grandes villes, il est souvent en Europe de l'Ouest, ce qu'on dit à double chiffre. Donc on est sur des augmentations de 15 à 20% de l'évolution de la consommation à domicile. Donc on a un panorama de notre industrie qui est en train de changer. On a les difficultés que tous les segments et tous les secteurs de toutes les industries ont à recruter et à former. Et nous sommes un métier de service, ce qui bien entendu fait appel à certaines qualités et réduit le nombre de postulants. Donc quand on additionne tous ces points, on a finalement une industrie qui reste passionnante, compliquée et qui se digitalise avec notamment cet effet de livraison à domicile, c'est à travers des outils digitaux et qui se digitalise très rapidement. La suite. C'est toujours moi j'appelle ça un peu le coup de foudre, soit avec un patron, une patronne, soit avec une entreprise, une marque, soit avec un projet. Parfois, on n'a pas d'atome avec le patron, le nom de la boîte, c'est une illustre inconnue qui démarre ou qui est à taille moyenne, et bof quoi. Mais par contre, le projet en lui-même est excitant. Et je crois que finalement, c'est un de ces trois axes-là qui fait qu'il nous rencontre à un moment donné de notre carrière et finalement, c'est ça tomber amoureux et c'est ça qui nous fait avancer. Je crois qu'on est à peu près tous et c'était déjà le cas quand j'avais 20 ans, on est à peu près tous sur ce chemin-là. La vie professionnelle, c'est des rencontres professionnelles et personnelles. Oui, bien sûr, je pense que si vous aimez les contacts avec les gens, si vous êtes passionné, si rendre service à l'autre, si s'occuper des autres, c'est quelque chose que vous aimez faire, alors cette industrie est faite pour vous, mais également et pas que, parce que c'est une industrie qui, comme je le disais il y a 2 secondes, est en voie de se digitaliser, donc si vous êtes un tech et foodie, eh ben vous êtes aussi le bienvenu. Si vous êtes un financier et que vous aimez les bonnes choses et la bonne nourriture, vous pouvez aussi venir parce qu'on a besoin de financiers pour nous apprendre à travailler correctement également. Donc je crois que c'est une industrie qui est ouverte à tous les profils. Donc rejoignez-nous, c'est une industrie merveilleuse qui se modernise. Très bien. Alors David Biasibetti, donc j'ai un restaurant étoilé Michelin depuis 21 ans sur Roufiac-Tolosan en Haute-Garonne. Alors c'est un établissement que l'on a vraiment créé de toutes pièces. C'était l'ancien bar tabac, j'allais dire. Le métier, alors je pense que c'est depuis tout petit. J'ai toujours plus traîné en cuisine avec maman que sur les chantiers avec papa. Donc non, c'est vrai que ça a toujours été ma passion première, quoi. Alors, la plus belle fierté, c'est la continuité de l'entreprise depuis plus de 20 ans. C'est le nombre d'apprentis et de personnes que l'on a pu former et qui reviennent aujourd'hui nous voir avec de beaux postes. Alors un bon collaborateur, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui s'investit et qui se sent bien tout d'abord dans l'entreprise. C'est une relation vraiment de confiance entre moi et lui, quoi. Alors le secteur, compliqué, compliqué. Je pense que voilà, j'ai le recul pour pouvoir m'en apercevoir. C'est vrai que les attentes au jour d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a quelques années. On veut aller beaucoup plus vite, hein. Beaucoup plus vite surtout sur les postes, sur le fait de changer d'entreprise, changer de poste et même changer de métier, quoi. Ah, des anecdotes, il y en a plusieurs. Oui, j'ai un apprenti notamment qu'on a eu vraiment la première année, on s'est dit c'était limite, bon, qu'est-ce qui va se passer sur les années suivantes. Au bout de la seconde année, gros déclic,
C'est quelqu'un qui s'est vraiment mis sur les concours, qui parlait cuisine, qui ne voyait plus que cuisine et qui aujourd'hui va être à la tête d'un palace parisien. Là pour moi c'est une grosse fierté, quoi. On a un très très beau métier, je pense qu'on a, pour ma part, on a les moyens de partir de pas grand chose, de partir de rien même, et de pouvoir, même sans faire de grosses études, avoir un beau métier en main et de pouvoir vivre correctement. Très bien. Alors je suis Bernard Boutboul, président de JIRA. JIRA est un cabinet d'études, de conseils, mais plutôt je dirais d'accompagnement auprès de tous les acteurs qui gravitent dans le grand secteur de la restauration, qu'ils soient restaurateurs, qu'ils soient fournisseurs, qu'ils soient institutionnels, syndicats et même le gouvernement avec le ministère des Finances. Et on travaille exclusivement sur toutes les problématiques de stratégie, marketing et développement. D'accord. Je dirais que la grande tendance de la France, c'est que nous sommes devenus un laboratoire d'innovation et de tendance au niveau mondial. Je m'explique. On a d'un côté une restauration rapide qui est sortie du fast-food malbouffe pour monter vers une restauration rapide, faite maison, cuisinée tous les jours, de très très haut niveau. Et de l'autre côté, on a une gastronomie qui se popularise, qui se décodifie, qui se décomplexifie et qui arrive à un plus grand nombre de personnes qui n'osaient pas pousser la porte. Je parle des 3 étoiles au guide Michelin. Autrement dit, on a une montée en gamme généralisée, que ce soit du côté de la restauration rapide ou de la gastronomie, avec un accès plus aisé vers un consommateur qui est aujourd'hui très inquiet sur le niveau de sécurité alimentaire et qui est très demandeur du grand retour du produit dans son assiette. Nous conseillons les professionnels du secteur, qu'ils soient déjà établis ou créateurs d'entreprises. On a aujourd'hui des clients qui ont une idée, qui veulent rentrer dans le secteur de la restauration, qui veulent créer un concept. Et puis on travaille aussi avec des multinationales, avec des étoiles Michelin, avec une petite chaîne, avec une grande chaîne, avec des indépendants. Bref, on travaille avec tous les acteurs qui ont une préoccupation, une problématique liée au food. Alors, j'entendais parler de restauration dans mon berceau, puisque mes parents avaient créé la première société de restauration collective en 1959. J'avais 2 ans à l'époque. Donc j'entendais parler de restauration et c'est un peu là où j'ai pris le goût de la restauration, mais pas de la collective, mais plutôt de la restauration commerciale. Et au grand désespoir de mes parents, après un brillant bac C obtenu avec mention, c'est l'équivalent du S aujourd'hui, j'ai été travailler directement derrière, donc je suis un autodidacte. J'ai passé 15 ans sur le terrain, en salle et en cuisine, de McDonald's jusqu'aux étoiles Michelin. Très vite en cuisine, on m'a dit il vaut mieux que tu ailles en salle. C'était un excellent conseil à l'époque. Et à la suite de ces 14 ans de terrain, comme on rencontre souvent des personnes qui nous réorientent, qui nous conseillent, quelqu'un m'a dit avec tout ce que tu sais et ta passion du consommateur et ta passion de la salle, tu devrais monter un cabinet de conseil. Et c'est de là qu'est né JIRA. JIRA qui fête en 2019 ses 30 ans, puisqu'il a été créé en 1989. Voilà, je ne voudrais pas en citer qu'une seule, on a beaucoup de réussite, beaucoup de fierté. On a aujourd'hui des réseaux qui ont aujourd'hui des centaines de points de vente et qui sont venus nous chercher quand ils en avaient qu'une dizaine. Donc on les a accompagnés vers un développement France et international. Notre grande fierté aussi, c'est d'avoir accompagné des grands chefs gastronomiques vers une déclinaison de leur savoir-faire plus bas que les étoiles Michelin. Je pense notamment à Anne-Sophie Pic avec son concept de restauration rapide à base de verrine. Et puis c'est aussi d'avoir participé en 2009 aux états généraux de la restauration. Nous avons été réquisitionnés, parce qu'on peut appeler ça comme ça, par le gouvernement, par Christine Lagarde et Hervé Novelli, pour être leur conseil sur ce que Nicolas Sarkozy avait promis à la profession, l'abaissement du taux de TVA. Voilà, et il y en a plein d'autres, je ne voudrais pas qu'on se limite à ça, mais il y en a plein d'autres, et on a aujourd'hui beaucoup de clients qu'on suit depuis une semaine, mais beaucoup de clients aussi qu'on suit depuis 30 ans.
Alors pour l'instant, il évolue très mal le secteur en termes d'emploi. Pourquoi? Parce qu'on a une pénurie de perso. On paye aujourd'hui la non-valorisation de ce métier en fait. On le paye très très cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de travailler dans la restauration, aussi bien d'ailleurs en salle qu'en cuisine. Le peu qui a envie n'est pas très fidèle, n'est pas très motivé, n'est pas très impliqué dans l'entreprise. Bref, cette pénurie de personnel a des conséquences aujourd'hui importantes en termes de manque à gagner en chiffre d'affaires, de turnover et puis de satisfaction de clients en bout de piste. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il faut se remettre au travail sur la revalorisation de ce métier, c'est la première étage de la fusée. Il faut redonner envie aux jeunes de travailler dans un restaurant. J'harcèle depuis 2 ans M6 pour, après Top Chef, de créer un Top Salle. C'est un nom de code, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils m'ont pas dit non, ils m'ont pas dit oui, ils m'ont seulement dit si tu me trouves un angle grand public, parce que c'est au prime time, on le fait. Ils ont peur que ça soit du service très technique. Et je leur ai dit non, c'est surtout pas ça, parce que le service, c'est d'avoir la banane, d'être gentil, d'être bienveillant, de suggérer, etc. Donc ça, c'est pas de la technique, ça s'appelle être commerçant. Et c'est peut-être là l'angle grand public par lequel je vais sûrement arriver à faire à M6 un Top Salle. Et là, je pense que soudainement, on va déclencher l'envie de travailler en salle. Oui. C'est mon prochain grand défi, de valoriser les métiers de la salle, parce que nous sommes dans un métier de service, il ne faut pas qu'on l'oublie, on est devenus, et c'est dommage, des porteurs d'assiettes, des preneurs de commandes et des porteurs d'assiettes. La restauration est un métier de service, et ce métier de service, il doit être fait par des gens qui ont l'amour du service, qui éprouvent du plaisir à faire plaisir. Et ça, c'est très compliqué, ça ne s'apprend pas automatiquement avec de la technique et dans les écoles hôtelières. Eh ben, je leur dirais d'arrêter d'hésiter, de rentrer dans ce secteur, pour 2 raisons. D'abord, c'est un très beau métier de service où on fait plaisir à des clients. C'est rare, hein, il n'y a pas beaucoup de commerces comme ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il faudrait qu'ils y rentrent parce que nous sommes dans un secteur qui va être très très porteur demain. Nous allons passer en croissance à 2 chiffres d'ici 1 an ou 2. Ça veut dire que les Français qui sont très en retard à ce niveau-là vont consommer de plus en plus en dehors de leur domicile. Donc, marché très très porteur, où il y a vraiment un très beau business de service à faire auprès des clients. En fait, je suis Olivier Chaput, je suis chef de cuisine et je suis président fondateur d'une association qu'on appelle les Enfants Cuisine, qui est une association qui a pour but de remettre les ateliers ou de mettre les ateliers culinaires à l'école. Voilà. Donc, et tout ce qui engendre, tout ce qui concerne les ateliers, c'est-à-dire les producteurs, les produits, voilà, faire découvrir aux enfants ou redécouvrir des produits pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont dans leur assiette. Ouais, en fait on est une asso c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas spécialement que des chefs, il y a les chefs, les épicuriens, maman, mamie, papa, toutes les personnes qui sont susceptibles d'être en contact avec des enfants en tous les cas et qui ont envie de transmettre. Parce que cette association, elle est vraiment basée sur la transmission. Et donc toutes les personnes qui ont envie de transmettre le goût, l'amour du bon produit, pour pouvoir faire des adultes, on va dire, conscients de ce qu'ils ont dans leur assiette, sont les bienvenus dans l'association. C'est une cotisation de 10 € par an, donc c'est rien. 10 € pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a estimé le coût d'un atelier dans une structure pour un enfant. Parce que tous nos ateliers sont gratuits pour les enfants et leurs familles. Voilà, donc on travaille avec du mécénat, on travaille avec des fonds publics. Voilà. Et l'idée c'est de devenir un mouvement de plus en plus gros et d'être rempli d'amoureux du bon produit qui a envie de transmettre. En fait, l'asso elle existe depuis 2011. C'est parti un peu sur l'idée, un constat en tous les cas, de se dire voilà, aujourd'hui la transmission elle devient fragile. Avant on apprenait la bonne tarte aux pommes de maman qui transmettait, ou le bon gâteau, ou le poulet rôti du samedi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la transmission se passe beaucoup sur internet, moins sur les rapports humains.
Et donc déjà c'était un premier constat. Et après on s'est aperçu quand même qu'il y avait de moins en moins d'enfants qui étaient capables d'identifier ce qu'ils avaient dans l'assiette. Là aujourd'hui on parle d'un enfant sur 3 qui est incapable de reconnaître ce qu'il mange, de faire la différence entre une courgette et un concombre par exemple. Et voilà, et je pense que je me suis dit que nous en tous les cas les cuisiniers, et donc du coup par capillarité les métiers de bouche, on avait un vrai rôle à jouer d'accompagnant dans cette transmission. Et l'autre constat en fait, c'est que le taux d'obésité infantile augmente d'année en année. Et on sait que la santé elle est dans l'assiette, on sait qu'un bon produit va nous permettre d'être en meilleure santé. Donc voilà, c'est un peu l'alliage de ces choses-là qui ont fait que les enfants cuisine sont nés, et en espérant faire des adultes en meilleure santé ou en bonne santé, et surtout faire reculer un peu tous les mauvais produits, toute la junk food qu'on peut voir un peu partout, et pas la faire reculer de façon agressive, mais de la faire reculer de façon pacifiste, juste parce que l'enfant va prendre conscience et va comprendre les choses et va surtout identifier ce qui est bon pour lui en fait. Donc de ce fait, on espère qu'adulte, il ira vers des bonnes choses quoi. Et on sait pertinemment que manger du bon, ça fait du bien, et ça coûte pas spécialement plus cher, voire moins cher même. Ouais, en fait l'association se développe. L'idée c'est d'aller vraiment d'avoir un agrément de l'éducation nationale, ça serait le Graal. Ça nous permettrait déjà d'avoir ce rapport de confiance avec les écoles, de pouvoir continuer de travailler avec des professeurs d'école, d'aller plus loin dans la démarche, d'avoir vraiment d'amener un peu ce côté pédagogique aussi dans la cuisine qui peut être hyper intéressant, susciter des nouvelles vocations. Et puis on est à la 5e édition de notre festival qui s'appelle #Bon ramène tes parents, qui est un festival consacré à l'enfance, à la découverte de produits, mais aussi au bien-être. On a un pôle nutrition santé. Alors on n'est pas du tout ni anti-sucre, ni anti-sel, ni anti-gras. On est vraiment, on explique à l'enfant que son ennemi c'est l'excès en fait. Et on a aussi un pôle activité physique, donc c'est un festival qui est très complet. Donc vraiment le projet c'est se développer dans les écoles et asseoir la notoriété de l'association. Et continuer à développer ce festival, et le but serait de le faire 4 fois par an dans 4 régions différentes pour respecter les 4 saisons en fait. Je pense que la réussite de cet asso, c'est à la fin d'un atelier, quand un enfant va venir vers toi et te dit mais ça j'en ai jamais mangé avant et j'adore, ou j'aimais pas ça et du coup j'aime. Et en fait le constat c'est qu'en fait tout simplement plus on va faire manipuler un enfant, plus il va vouloir, on va dire, le déguster, et plus il aura une fierté lui en fait d'amener son plat à ses parents, ou de montrer qu'il a appris des choses. Et le fait de voir un enfant fier, ça me rend fier. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus magique qu'un enfant, c'est franc, c'est honnête, ça triche pas, quand ça aime, quand ça aime pas, ça aime pas. Et dans ce monde un peu où on est tous un peu superficiels, où on essaye de... Enfin voilà, on se mesure tous avec nos égos, que ce soit de chef ou autre, hein, mais je trouve que ça ramène un peu les pieds sur terre. Et je pense que ça c'est une vraie fierté, parce que ça nous amène tous les jours, un atelier enfant amène du bonheur en fait. Et même quand un enfant n'aime pas, ça nous remet nous en question. Donc du coup voilà, et quand un enfant finit par aimer, alors là, c'est le Graal. Une anecdote. Ouais, il y a un truc et j'aime bien raconter cette histoire parce que c'est quelque chose qui m'avait frappé. Souvent, on a l'impression que les chefs de cuisine, on a un savoir, on a été un peu starifié, donc du coup, on a l'impression de tout connaître sur tout. Et un jour, je fais un atelier avec un enfant qui s'appelle Léo, et on était en train de préparer, il me semble, un poisson avec une vinaigrette d'agrumes, et bon, on était en train de préparer les mangues. Et il me regarde comme ça, il me dit « Tu sais Olivier, la mangue elle a une forme oblonde ». Et alors là ça m'a scotché parce que déjà je ne savais pas le mot, je ne savais pas que ça existait, et j'ai appris un truc. Et ça je pense que c'est des anecdotes qui sont assez drôles et croustillantes, parce qu'en fait au final on est sur un piédestal de temps en temps, et le fait qu'un enfant
te disent oui mais ça s'appelle comme ça. Et même sur des découvertes de produits, je trouve que c'est assez génial en fait. Et voilà, il y en a plein des anecdotes sur les enfants. On les amène voir des fois des élevages et puis ils vont nous raconter plein d'histoires parce qu'ils ne s'imaginent pas que le filet de poulet, ça appartient à un tel animal, que ça court. Et puis il y a des choses aussi qui sont rigolotes. Par exemple, quand on arrive dans une école, des fois j'aime bien leur dire allez, dessinez-moi un poisson par exemple. La plupart du temps, j'ai un poisson carré avec un triangle devant et un triangle derrière. Et je trouve ça génial. Et quand tu demandes à l'enfant mais c'est quelle partie que tu manges? Ah ben c'est là, c'est le carré. Donc voilà, je trouve que moi les anecdotes sont plus avec les enfants que mon vécu de cuisinier. Voilà. En fait, je pense qu'ils hésitent à se lancer dans ce métier parce que quand on regarde beaucoup d'images de ce qui se passe autour de nous, c'est un métier hiérarchisé, militaire, on a un respect des règles, c'est sûr. Il faut de la rigueur, on a l'impression comme ça que c'est parfois insurmontable. Et pour certains, ça peut paraître insurmontable, mais je pense que il faut les faire rêver. Les faire rêver, c'est pas une émission de télé où on fait une virgule dans une assiette. Les faire rêver, c'est de leur expliquer comment ça se passe dans ce métier. Essayer nous aussi peut-être de revoir un peu notre jugement, la façon dont moi j'ai été formé. C'était peut-être une bonne façon il y a 20 ou 30 ans et maintenant c'est peut-être une moins bonne façon. Donc je pense que si on veut que les jeunes arrivent dans notre métier, il faut d'une part les faire rêver. Et une fois qu'ils ont décidé d'être dans ce métier-là, il faut les accompagner. Il ne faut pas... moi, le meilleur conseil que je peux leur dire, c'est lâche rien. Vraiment, lâche pas. C'est un métier qui peut paraître des fois dur. Je pense qu'on prend tous les cuisiniers ici. Je pense que tous, on peut aller dans leur cuisine à un moment donné. C'est-à-dire que c'est un métier où on a de la pression, c'est un métier qui est compliqué, mais c'est un beau métier. On transmet, on a encore la valeur du travail bien fait. On a... voilà, je pense qu'il faut essayer d'avoir une vision globale du métier et surtout avoir un immense respect. Et pour le produit, et avec l'équipe avec laquelle on travaille. Et aujourd'hui, je trouve que dans ce métier, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner à un jeune, c'est écoute, observe. 80% de ce métier se fait par l'observation. Si tu observes, si tu entends, écoutes, si tu prends ce que tu as envie de prendre, ce que tu n'aimes pas, tu le laisses de côté. Mais ce que tu prends, faisons quelque chose de magique en fait. Et je pense que partout on pourra accompagner des jeunes. Donc voilà, il y a des fois c'est plus facile que d'autres. Mais moi j'ai un jeune là en cuisine qui est très lent, mais tout ce qu'il fait, il le fait bien. La dernière fois j'étais le voir, je lui ai fait tu sais, t'es pas très rapide, sûr. C'est un métier où il faut être souvent très rapide, très tout ça. Sauf qu'il y a quelque chose de magique chez toi, c'est que quand tu fais les choses, on n'a pas besoin de passer derrière toi. C'est fait, c'est bien fait, on n'a pas besoin de recommencer. Donc quelque part, tu nous fais gagner du temps. Et je pense que nous, chefs de cuisine, on doit être capable de temps en temps d'aller dans ce sens-là. Et voilà, je pense que le meilleur conseil qu'on a à leur donner, c'est observe, essaye d'avoir de la sensibilité dans ce que tu fais et surtout aime à fond ce que tu fais. De toute façon, c'est un métier, si on ne l'aime pas, on ne peut pas. On va le faire 1 an, 2 ans, 3 ans et au bout d'un moment, on va craquer, on va aller ailleurs parce qu'il faut vraiment aimer ce métier. Donc c'est l'amour qui parle dans ce métier. Je m'appelle Kevin Chambenois, je suis président d'une société de conseil qui s'appelle Grimaud Consulting. Alors pour présenter ma carrière très rapidement, j'ai un passé universitaire dans l'hôtellerie-restauration, du bac technologique jusqu'au DESS. Après j'ai 23 ans d'expérience en hôtellerie-restauration, 11 ans en opérationnel, 12 ans dans tout ce qui est partie stratégique, avec notamment dans mes grandes réalisations une équipe de 350 personnes gérée au Shangri-La de Singapour, avec 6 ans en tant que directeur de la restauration du Bristol à Paris et un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros pour la partie restauration et plus récemment la réalisation d'une augmentation de profit pour le Peninsula à Paris de 10 points pour faire en sorte que les restaurants se portent mieux. Je suis également meilleur ouvrier de France en 2015 dans la catégorie maître d'hôtel, art du service et de la table et j'ai souhaité pouvoir partager mon expertise dans ces nouvelles fonctions et faire en sorte de tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce que j'ai pu
comprendre avec ces grands groupes, les différentes professionnels avec qui j'ai travaillé, que je puisse en faire profiter les acteurs de la gastronomie dans cet esprit de partage et de pouvoir faire progresser les différents acteurs de la gastronomie. Et je me spécialise aujourd'hui sur la qualité de service, auquel je crois énormément d'un point de vue opérationnel, sur tout ce qui est management, et je suis en train de développer des thèmes sur le RSE également parce que c'est quelque chose qui a son importance et qui intéresse de plus en plus. Je pense que les grandes tendances que je reçois avec mes clients, parce qu'ensuite le secteur se développe beaucoup de secteurs différents, on est énormément dans un premier temps sur l'offre culinaire, sur des circuits courts, sur des histoires qui sont racontées, sur le fait de pouvoir comprendre des plats. Moi je suis beaucoup sur peut-être un peu trop parfois sur l'intellectualisation de ce que l'on fait. C'est une assiette, c'est le résultat d'une expérience, c'est le résultat de goût du passé, c'est le résultat de rencontres avec des producteurs ou rencontres avec des mentors. Et aujourd'hui, on revient un peu à faire l'essentiel, c'est-à-dire que l'on va faire les choses en harmonie, qui ont du sens. Et là où j'interviens, c'est de faire en sorte que un chef qui a la construction d'une assiette, cette assiette puisse être expliquée d'une manière très pédagogique et très factuelle au consommateur final, dans une notion d'harmonie. Donc on est beaucoup sur la préservation de l'environnement, sur la cohérence de ce que l'on fait, et je trouve que c'est une tendance qui est en train d'émerger beaucoup. Il y a beaucoup d'interrogations différentes et je pense que chaque professionnel pose des questions différentes selon son passé et selon ses problématiques. Il y a des professionnels pour qui il est difficile d'avoir une trésorerie à la fin du mois et qui font des très beaux produits. Donc ils vont avoir plus une notion de gestion financière. Certains professionnels vont plus avoir des problématiques de recrutement et des problématiques de pouvoir avoir une cohérence managériale, et donc ces professionnels-là ont plus des questions qui ont trait à l'organisation de leur point de vente. D'autres professionnels vont avoir des questions sur le sourcing des produits. Donc j'ai pas des questions qui se détachent plus que les autres. Je pense que quand on ouvre un restaurant, quand on est propriétaire de restaurant, on l'ouvre avec ses compétences, ses connaissances qui ont été acquises dans le passé, qu'on ne peut pas être expert partout. Et donc on fait appel à l'expertise qui nous manque pour pouvoir se concentrer sur ce pourquoi on veut ouvrir un restaurant, que ce soit l'hospitalité, la technicité, le partage. Ça, ce sont les valeurs propres à chaque indépendant et chaque restaurateur. Je donne des cours dans différentes écoles et je suis en contact avec les étudiants qui arrivent sur le marché du travail. Je pense que la concurrence maintenant n'est plus nationale mais mondiale. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'il y a des opportunités avec Internet de pouvoir travailler dans énormément de pays différents et que la culture française est recherchée. Je pense également qu'on ne peut plus demander à nos employés d'avoir le même investissement que le restaurateur lui-même et qu'il faut savoir se mettre à la place des personnes avec qui on va travailler. Et aujourd'hui, les futurs recrutés, donc les professionnels, recherchent du sens à ce qu'ils font et recherchent des employeurs qui vont leur permettre de s'exprimer également dans la réalisation de leur profil. Alors quand je dis se réaliser, on ne dit pas qu'il faut donner les clés obligatoirement à tous ces employés, mais c'est aller dans le même sens. Quand on parle de RSE justement, dans tout ce qui est environnemental, ça a du sens. Quand on parle de relations humaines et de valeurs humaines, ça a du sens. Quand on parle de production locale, c'est des choses qui ont du sens. Quand on parle de partage et quand on parle de convivialité, c'est des choses qui ont du sens. Et que dans un marché où il y a une difficulté d'emploi, si on veut pouvoir trouver les personnes qui correspondent à ce que l'on souhaite, il faut savoir précisément ce qu'on a à leur offrir, et offrir du sens est quelque chose qui est primordial aujourd'hui. Alors absolument, en tant que meilleur ouvrier de France, bien sûr, moi je suis le Made in France coule dans mes veines et on a des produits qui sont exceptionnels, on a des talents qui sont exceptionnels, on a des hommes qui sont exceptionnels et pour moi le Made in France c'est au-delà d'une culture, c'est aussi une manière de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir travailler dans un même objectif et dans un même but. Je pense que dans le passé, on a peut-être eu
des acteurs qui voulaient tirer un petit peu la couverture vers eux. Et aujourd'hui, je pense que si le Made in France veut pouvoir perdurer, pour pouvoir garder ce statut d'excellence dans le monde, il faut que tous les acteurs aillent dans la même direction. Et le Made in France, pour moi, ça remonte à l'époque des rois de France, à l'époque du Moyen-Âge, où la gastronomie à la française était un moyen d'avoir une diplomatie à l'international. Et c'est ça que l'on doit perdurer. C'est dans notre culture. Le repas gastronomique est un élément fondateur et essentiel de notre culture, et c'est ce qui nous définit comme étant aujourd'hui une position très forte sur la place de la gastronomie. Ce qui m'a donné envie de pratiquer le métier de l'hôtellerie-restauration, moi ça m'a pris très tôt. Quand j'avais 12-13 ans, je participais à des mariages en tant qu'invité, et ce qui me faisait plaisir, c'était de participer au service. Et je voyais que les personnes que je servais, ça leur faisait plaisir que je puisse être à leur service, et le fait je prends plaisir en donnant du plaisir, et donc le métier du service était quelque chose qui était indiqué. J'ai commencé ma carrière sur de la cuisine, et parce que j'aime les produits et j'aime tout ce qui est gastronomie, tout ce qui est goût, et aujourd'hui j'ai donc une expertise un peu à 360 degrés sur comment est-ce qu'on fait pour faire tourner un restaurant, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir d'un point de vue opérationnel être cohérent et en harmonie avec ce que l'on souhaite faire. Mais vraiment ma base, c'est rendre service aux autres. Et c'est pour ça également qu'aujourd'hui je fais du conseil, parce que j'aime rendre service à mes clients. Anecdote qui me remonte, parce que ça remontait avant-hier, j'étais au gala des anciens élèves de mon école, l'école hôtelière de Paris. Et c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai revu mes professeurs qui, pour la plupart, prenaient de la fierté et du plaisir à voir la réussite de leurs élèves et des personnes qu'ils ont pu accompagner. Et je pense que c'est un des plus beaux salaires, c'est la transmission. C'est de faire en sorte de pouvoir passer son savoir, de passer son expertise, de pouvoir donner des outils à des personnes qui en ont besoin pour que ces personnes puissent s'accomplir. Parce que d'une certaine manière, un proverbe africain dit « il faut un village pour pouvoir élever un enfant ». Et c'est qu'on est la somme des personnes que l'on rencontre, et plus on arrive à travailler dans un esprit de soutien plutôt que dans un esprit d'écraser les autres, et plus les choses sont belles. Donc une anecdote, je pourrais vous en citer 10 000, mais ce que j'ai envie de faire retenir, c'est un peu mon credo, c'est la transmission. Si on travaille tous ensemble, on est dans un même but, et à partir du moment où on cherche à travailler pour soi, les choses se fonctionnent un petit peu moins bien. N'hésitez pas, c'est un métier où si vous êtes passionné par les rencontres, si vous êtes passionné par la gastronomie, vous avez autant de gastronomies différentes que de restaurants. Il y a forcément un restaurant qui vous correspond, et c'est un métier dans lequel vous ne travaillez pas, c'est un métier dans lequel vous passez votre temps à faire des choses qui vont vous passionner et qui sont intéressantes. Donc c'est-à-dire que quand vous allez commencer à mettre le tablier, quand vous allez commencer à mettre la chemise ou n'importe quelle tenue, vous serez vous-même, et vous serez dans un métier qui va vous permettre de vous exprimer, et surtout de pouvoir établir votre personnalité. Donc c'est des métiers qui sont prenants, mais c'est des métiers de passion, et quand on est passionné, le temps passe très vite, et on fait en sorte de s'amuser, de se faire plaisir, de faire des rencontres, de soutenir ses collègues, et de se construire de cette manière. Donc c'est un métier d'expression, c'est un métier de transmission, et donc c'est super, il ne faut pas hésiter. Je suis Isabelle Bouteville, je suis la fondatrice d'Excel Place. Nous sommes les experts et leaders de l'expérience client et collaborateur. Nous intervenons sur plusieurs pôles qui vont être la formation, les clients mystères, les enquêtes de satisfaction et la création de design de service. En fait, nous accompagnons depuis 15 ans plus de 200 clients qui ont une envie en fait, de mettre la qualité et l'expérience client au cœur de leur pratique. Et le fait d'avoir un tiers indépendant leur permet de prendre un peu de hauteur et d'avoir un regard spécifique sur des points qui peuvent être la formation des collaborateurs ou une analyse de leur service et de leur qualité réellement réalisée.
Alors en termes d'emploi, je trouve qu'aujourd'hui on a une vraie évolution générationnelle dont on parle beaucoup. En 2019, les millennials représentent 50% de la population active et en 2025, c'est-à-dire quasiment demain, les millennials représenteront 75% de la population active. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui on a une obligation de remettre en perspective la façon dont on va accueillir un candidat, le recruter, lui permettre aussi d'intégrer la maison, de se développer et d'avoir envie de rester, d'avoir suffisamment de liberté pour lui pour qu'il puisse avoir du sens dans son job. Ah bah écoutez, j'ai envie de dire que le goût du voyage, surtout au départ, et cette ouverture aux autres, je pense que clairement si on n'est pas naturellement enclin à rendre service, c'est un métier sur lequel on aura plus de difficultés. Donc j'ai eu un parcours avec une école hôtelière, j'en suis sortie majeure de promo il y a quelques années déjà, et cette envie d'être au service des autres surtout. Alors écoutez, ce qui m'a le plus marqué aujourd'hui, c'est d'avoir participé à l'équipe de préouverture du Four Seasons Georges V, où je suis restée pendant plus de 5 ans. Et c'était une aventure humaine assez riche, tant par des horaires extraordinaires que aussi la carte blanche, nous avions carte blanche sur la création des standards, des suivis qualité, la mise en place de process avec des clients assez exceptionnels. Donc on est parti de zéro. On a fait en sorte que cet hôtel, c'est un travail d'équipe bien évidemment, mais que l'hôtel soit élu meilleur hôtel au monde pendant plusieurs années de suite. Pareil au niveau de la cuisine, l'hôtel s'est construit, le restaurant gastronomique s'est construit, le 5, et avec le chef Philippe Legendre, c'est passé de 0 étoile à 1 étoile la première année, 2 étoiles la deuxième année, 3 étoiles la troisième année. Donc c'était vraiment, je pense, les années les plus riches avant bien sûr d'être à mon compte au sein d'Excel Place. Oui, alors aujourd'hui, la plus belle fierté, c'est surtout d'avoir un cabinet qui fait qu'on a des clients extrêmement fidèles au sein d'Excel Place, qui chaque année nous sollicitent sur différents projets. Et je pense que ça, c'est la plus grande fierté. Ça veut dire qu'on est en capacité de répondre à leurs enjeux, à leurs problématiques, et on leur apporte les solutions quand ils nous sollicitent. Alors écoutez, je pense que en fait, c'est l'ouverture au monde. Si on travaille dans un hôtel, dans un restaurant, et qu'on s'y éclate et on a la possibilité aussi de voyager, je pense que c'est un métier international et j'invite vraiment les jeunes recrues à découvrir ce métier qui est un métier de contact et de relations humaines. Alors je suis Xavier Zetoun, je suis cofondateur et président de la société ZenChef. ZenChef, c'est une start-up qui a été créée il y a 9 ans maintenant et qui a pour mission d'aider les restaurateurs à digitaliser leurs réservations et leurs relations clients tout en préservant leur indépendance. Alors les professionnels, nous on travaille beaucoup avec des chefs qui sont très exigeants et qui attendent de nous la même chose qu'ils appliquent dans leur restaurant, donc l'excellence à la fois sur notre produit. C'est une technologie qui doit être simple d'utilisation, qui doit pouvoir être prise en charge par les équipes opérationnelles en salle très facilement. Ils nous demandent également d'avoir une présence humaine à leur côté pour leur expliquer comment ça fonctionne, leur montrer les évolutions et surtout répondre très rapidement lorsqu'ils en ont besoin. Donc comme un restaurant en fait, on met toute notre attention sur le produit et le service qui vont de pair. Alors l'idée de ZenChef, elle a évolué au fil du temps, mais le dénominateur commun c'est faire entrer les restaurateurs dans le monde de demain, dans l'ère digitale, mais tout en conservant l'aspect humain dans la qualité de leur service. Et donc l'idée de base, elle est venue de discussions qu'on a pu avoir avec des chefs, avec des restaurateurs qui ont exprimé le besoin de gagner du temps dans leur quotidien et grâce au digital, on peut leur faire gagner l'équivalent d'une personne dans leur équipe qui peut soit travailler sur autre chose, soit pour leur redonner du temps. C'est surtout au fil des échanges avec les restaurateurs et aujourd'hui on se rend compte que les restaurateurs sont de plus en plus demandeurs de solutions digitales parce qu'ils ont vraiment pris conscience que ça pouvait vraiment les aider dans leur quotidien à gagner du temps, à attirer plus de clients et donc nous on est là pour répondre à leurs demandes. La restauration, c'est surtout la gastronomie, c'est un secteur de gens passionnés, c'est un secteur d'entrepreneurs et donc
moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec des personnes qui sont aussi exigeantes envers elles-mêmes, qui ont le sens du travail, qui ont le sens de l'excellence aussi pour ceux qui visent les étoiles. Et donc, on retrouve toutes ces qualités-là aussi chez nous. Et travailler pour les chefs, pour les restaurateurs, pour nous, c'est un grand honneur. Et on préfère travailler dans cette industrie qu'une autre dans laquelle peut-être il y a moins d'âme, il y a moins de passion. Et on a beaucoup de plaisir depuis 9 ans à les suivre et à suivre toutes leurs aventures. Le secteur de la digitalisation des restaurants, de la food tech, il est en pleine transformation lui aussi. Les premières startups ont commencé il y a une vingtaine d'années et on a l'impression que c'est encore que le début parce que déjà il y a la majorité des restaurateurs, des chefs qui pour l'instant ne sont pas encore équipés de toutes ces solutions-là. Donc on est encore au début, il faut encore évangéliser beaucoup, il faut expliquer, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie, il faut prouver aussi les résultats. Ce qui est certain, c'est que on le voit, il y a une vraie accélération depuis cette année. Les restaurateurs, les chefs ne prennent plus uniquement un logiciel pour gérer l'encaissement, qui était auparavant la seule technologie qu'on trouvait dans les restaurants. De plus en plus, on les voit sensibles à la gestion des réservations grâce au digital, à la gestion de leurs fichiers clients, à la gestion des commandes auprès de leurs fournisseurs, de la fidélisation client. Et donc pour tout ça, il y a des solutions. Donc il y a de plus en plus de startups qui fleurissent et qui ne sont pas toutes utiles, mais surtout on voit une transformation dans l'accueil que peuvent faire les restaurateurs et les chefs de ce type de solution-là. Donc il y a encore des très beaux jours devant nous et c'est surtout un marché dans lequel il y a de plus en plus de restaurateurs qui sont prêts à tester ce genre de solution. Donc il y aura de la place pour encore beaucoup d'innovations dans les prochaines années. Maintenant, elles vont d'abord passer par s'équiper des choses de base et puis peut-être que demain les interfaces vont s'effacer et vont laisser place peut-être à la voix qui va permettre de commander les technologies. Ce ne sera peut-être plus des applications tactiles mais uniquement des robots dictés par la voix. Donc il y a encore énormément d'innovation. Ce qui est certain, c'est que ça ne doit pas remplacer l'humain dans les restaurants, la technologie. Ça doit simplement augmenter l'humain et leur permettre d'être encore plus performants, de personnaliser encore plus leur accueil, le service. Donc c'est vraiment très complémentaire, même pour une expérience gastronomique. Notre plus belle fierté, c'est d'avoir autant de chefs étoilés qui nous font confiance. On a près d'une centaine de chefs étoilés dans nos ambassadeurs qui utilisent ZenChef. On est très fiers à chaque fois qu'on a la confiance d'un nouveau chef étoilé, même si on travaille avec plus de 4000 restaurants et c'est aussi une fierté d'avoir des grands groupes comme le groupe Bertrand qui nous fait confiance également, avec des chaînes de restaurants comme Hippopotamus. Donc vraiment on s'adresse à tout type de restaurants, mais notre plus grande fierté c'est quand chaque jour on reçoit des feedbacks, des retours de la part de nos clients qui nous disent vous avez changé ma vie, vous m'avez permis de gagner un homme, vous m'avez permis d'être encore meilleur dans le quotidien. Et ça c'est vrai que mes équipes et moi-même, il n'y a pas plus grande satisfaction lorsque on reçoit ce genre de retour et on a la chance d'en avoir quasiment tous les jours. Donc c'est vraiment ça notre moteur. On a récemment un de nos ambassadeurs qui est un chef étoilé du côté de Bordeaux qui s'appelle Vivien Durand. Et la raison pour laquelle il a décidé de passer sur une solution comme ZenChef, c'est qu'on lui a volé le cahier de réservation papier qui était dans l'entrée du restaurant et dans lequel il y avait des chèques qui étaient agrafés pour les gens qui laissaient des arts pour pouvoir bloquer leur table et leur menu prépayé en partie. Et du coup, il s'est retrouvé avec 2 mois de réservations perdues sur lesquelles il n'avait plus aucune visibilité, des chèques perdus aussi de clients. Et il s'est dit c'est plus possible de fonctionner comme ça à l'ancienne. Et donc ça a été le déclencheur pour eux et pour son maître d'hôtel de passer au digital pour la gestion des réservations et mettre en place un système d'empreinte bancaire digitalisé, sécurisé, d'avoir aucune chance de perdre ses réservations. Et donc voilà, et des anecdotes comme ça, on en a plein. Des restaurateurs qui travaillaient depuis des dizaines d'années avec des cahiers de réservation papier et qui un jour se sont pris un no-show de 10 couverts, des gens qui n'ont pas prévenu qu'ils annulaient leur réservation, ils ne sont pas venus. Et puis là, ils se sont dit, ça y est, c'est fini, il faut mettre en place des solutions. Et donc, voilà, on a énormément d'anecdotes finalement de tous ces petits déclencheurs qui poussent à aller vers le digital.
Alors l'ambition de ZenChef, c'est de devenir leader mondial de notre secteur. C'est équiper les plus belles tables dans le monde et les aider dans la gestion de leurs réservations. On est encore au début de notre conquête déjà de l'Europe et donc les prochaines étapes, ça va être d'avoir une présence beaucoup plus forte dans tous les pays européens et d'asseoir notre position de leader européen et puis ensuite viser encore plus large le monde. La food tech finalement, c'est d'abord de l'humain, c'est d'abord de la restauration, c'est d'abord des hommes et des femmes plus que de la technologie. Et en général, ceux qui ont tout misé sur la technologie mais qui ne se sont pas posé la question vraiment d'aller dans profondeur dans l'analyse du besoin, les restaurateurs, ce n'est pas des gens qui vont adopter des dizaines de solutions. Celles qu'ils choisissent, il faut qu'elles aient un vrai impact sur leur quotidien, qu'elles aient une vraie utilité, qu'elles leur fassent gagner vraiment beaucoup de temps. Et donc, on a vu aussi beaucoup de startups ces dernières années échouer parce qu'elles ne s'étaient pas posé la question suffisamment du besoin des restaurateurs, de qui ils sont. Et puis finalement, la restauration, ça ne veut rien dire. L'expérience d'un restaurant gastronomique n'est pas la même que celle d'un fast-food. Et donc, c'est toutes ces questions-là à se poser, je pense, avant de se dire je vais lancer une startup dans la food tech. La restauration, c'est un super grand marché qui est hyper attractif, mais qui est très très difficile. Et donc, avant d'y perdre du temps et de l'argent, il faut vraiment se poser toutes ces questions-là. Hélène Binet, je suis journaliste spécialisée dans l'univers de la restauration, plus particulièrement dans le métier du service. Je suis fondatrice du média professionnel Un œil en salle qui est destiné justement au secteur de la salle à travers un site web www.unœilensalle.fr, une newsletter hebdomadaire qui est envoyée aux abonnés et puis un relais forcément sur les réseaux sociaux. Également, Un œil en salle est présent à travers une revue papier que j'ai également ici, des numéros qui sont destinés aux professionnels mais aussi aux jeunes issus des lycées hôteliers, lycées CFA en France et lycées internationaux. En fait, j'ai voulu créer ce média Un œil en salle en 2016 parce que cet univers n'était pas forcément représenté. On a beaucoup parlé de la cuisine, de l'univers des chefs et très peu personnel de salle. J'ai voulu mettre en avant, mettre en lumière cette profession qui est passionnante, avec des professionnels passionnés, montrer un peu plus en détail leur travail et aussi montrer que cette profession est dynamique, stimulante. Elle a aussi des événements, des concours qui sont dédiés. C'est montrer l'effervescence de l'univers des salles. Le futur projet, c'est déjà de poursuivre sur la lancée, puisqu'un œil en salle est de plus en plus représenté l'univers des métiers de bouche à travers les salons professionnels, les événements et concours, de continuer une présence sur le digital. La nouveauté, en tout cas le projet de 2020, c'est que le site web va être totalement refait avec des fonctionnalités en plus, pour en faire un véritable portail dédié à l'univers des métiers du service. Donc quand je parle du service, c'est aussi bien la sommellerie, l'univers du bar de la salle. Donc avoir un meilleur référencement et apporter vraiment une boîte à outils à tous les professionnels et les gens d'information sur le métier de la salle. Également accentuer ma présence sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter ou Instagram. J'ai aussi une chaîne YouTube où j'ai pu faire des vidéos. Et puis continuer également la version papier qui est assez bien perçue dans la profession. Voilà, te présenter difficilement dans les événements, mais aussi avoir des réseaux. Je vois qu'il y a une grosse évolution déjà par la profession. Après, il faudrait que les métiers du service se fédèrent peut-être davantage, à mon avis. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, de montrer la diversité des professionnels issus de tout type de restauration. Je pense que aussi c'est l'axe, en tout cas bien à la salle, c'est de montrer tout le travail qui est fait dans l'univers étoilé des maisons, mais aussi des autres types de restauration, brasserie, bistrot, restaurant traditionnel, l'univers du snacking, s'intéresse de plus en plus au service. On se compte qu'il y a différents paramètres à exploiter aussi à travers la nouvelle technologie digitale. Voilà, il y a plein de perspectives pour cet univers. Ensuite, on va en salle pour justement suivre la diversité
lance un média dédié à l'univers du service, puisque c'est une niche. Donc c'est vrai que ça a vraiment suscité l'intérêt au tout départ. Aujourd'hui, je pense que j'ai suivi certaines étapes, en tout cas en faire un média à part entière. Et c'est peut-être ça dont je suis plus fière, en tout cas d'être présente là, notamment je suis chef de Summit, mais en tout cas de créer des partenariats médias avec aussi des associations. Et je crois que c'est d'avoir fait d'un Universal un média à part entière dans cet univers ultra spécialisé des métiers de bouche et d'être reconnu par les professionnels. Alors effectivement, on est le dernier jour, donc 3 jours de congrès très très intensifs. On a présenté 5 ateliers qui ont été bien reçus, bien perçus, très très intéressants. On a eu des orateurs vraiment des professionnels à chaque fois sur nos ateliers. Je les remercie d'ailleurs tous et toutes. On a fait aussi une conférence sur quelque chose qu'on aimerait mettre en place. C'est une charte du recrutement, de l'intégration et de la transmission avec Régis Marcon, Alexis Lalo et Isabelle Buteville qui m'ont aidé, qui m'accompagnent pour ce projet, qui m'ont accompagné pour ce projet. Donc on va voir demain comment on pourra le dessiner. Et effectivement, ça s'est vraiment très 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 bien passé. Beaucoup de monde. C'est un congrès qui prend de plus en plus d'importance. On a de plus en plus de grands chefs, de grands noms. Effectivement, c'est quand même tourné autour de la cuisine et de la gastronomie. On a quand même des gens de la salle qui sont là, des maîtres d'hôtel, des sommeliers, des directeurs de palaces et autres. Mais c'est vrai que c'est très tourné sur la partie cuisine. Je pense que c'est un salon qui est vraiment amené à se développer, qui va vraiment prendre de l'importance, surtout si on continue à mettre en place des conférences qui parlent à chacun des professionnels, qui est vraiment de l'ordre du jour. Je pense que voilà, longue vie à ce congrès. En plus, au niveau de l'organisation, pour moi, ça a été vraiment exceptionnel. On a une équipe d'organisateurs qui sont vraiment très très pros. Tout est vraiment carré, tout est ordonné. Les 2 scènes où on a pu parler sont vraiment de belles scènes. Tous les ateliers ont pu être visualisés sur des grands écrans, diffusés constamment. Donc c'est vrai que, encore une fois, on sent que le congrès a pris de plus en plus de maturité et d'efficacité et on en est très très fiers, on est très très fiers et je remercie Catherine vraiment énormément d'avoir pu nous donner la chance. J'espère qu'elle a été ravie de ce qu'on a fait et qu'on pourra continuer cette aventure. Voilà. Pour moi personnellement et pour mon équipe, pour Ambassade, c'est vraiment une réussite. Maintenant, les semaines qui vont suivre et les mois qui vont suivre vont nous donner le recul pour savoir si effectivement les gens reviennent à nous par rapport aux conférences qu'on a fait, aux ateliers, aux contacts qu'on a pris. C'est toujours pareil, les salons c'est bien, mais le lendemain c'est une autre journée, donc on voit si on a été pertinent, efficace suite au congrès. Maintenant, pour moi, vraiment à 100% de satisfaction. Et encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir été présents pour Ambassade, pour nos ateliers, pour les conférences. Et un grand merci à Alexis Lalo, Isabelle Buteville, Catherine et tous les autres orateurs qui nous ont accompagnés. Voilà, vraiment merci beaucoup. Merci.